Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Cette semaine a été très chargée. Nous sommes sortis de Yom HaZikaron, nous avons dépassé Yom HaSmaout. Vous savez que dans le judaïsme, la peine et la joie flirtent d'une manière incessante. J'en veux pour meilleur exemple le mariage, qui est dans la notion judaïque qui correspond à une création du monde, parce qu'un couple qui se crée recrée le monde ou crée le monde. Et pourtant, dans la joie, nous cassons un verre en commémoration du Mikdash, donc du temple qui a été détruit et que nous espérons voir dans un jour reconstruit. Donc, je dis que nous flirtons incessamment. Et quand je parle de flirt incessant entre la peine et la joie, là aujourd'hui, je vais donner la parole à Céline Corsia, à qui je dis avant tout bonjour Céline. Bonjour Monique. Alors, qui est Céline Corsia? Vous allez sûrement, dans l'avenir, de plus en plus entendre parler de cette jeune femme hyper dynamique, qui est la coordinatrice de la campagne Tzedaka du FSJU branche Israël. Et tout de suite, je vais dire, Céline, mais c'est magnifique, FSJU Israël, c'est vous qui allez présenter ceci. Alors, le Fonds social juif unifié, qui est né, comme vous le savez, en 1950, qui est l'institution majeure en France de la communauté, tant en matière de social que de culture et d'éducation, a ouvert une antenne en 2002 ici en Israël pour accompagner la population francophone. Et cette antenne est devenue une association israélienne à part entière en 2016. Ce qui nous permet de monter un certain nombre de projets, dont le fameux projet que nous avons monté ces semaines-ci, il y a bientôt maintenant 2 mois. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. En effet, ce projet, qui s'appelle Ezra, qui est calqué sur le modèle français, du réseau Ezra qui a été mis en place par le Fonds social juif initié en France. Et alors, ça y est, Céline, vous allez nous expliquer comment le transplanter en Israël et comment vous arrivez à l'implanter, comment le développer, à qui faites-vous appel? Alors, nous sommes partis de la réflexion suivante avec le contexte que nous connaissons, hélas, tout un chacun depuis plusieurs semaines avec cette crise sanitaire sans précédent que nous sommes en train de vivre. Il a fallu repenser, réfléchir en se disant comment tendre la main, comment aider l'autre avec toutes les restrictions qui étaient déjà imposées. Et nous sommes dit que finalement doit perdurer le lien social, l'humain. Le lien qui nous unit les uns aux autres, qui est la chose essentielle, coronavirus ou pas coronavirus, qui nous permet de prendre soin les uns des autres, à distance bien évidemment, puisque c'est une action que nous menons par téléphone, exclusivement, mais néanmoins maintenir ce lien social. Donc l'objectif premier, ça a été de dire comment rompre l'isolement de personnes en difficulté, angoissées à l'idée de la prolongation de ce confinement, personnes âgées qui sont déjà isolées, qui se retrouvent encore plus isolées. Bref, tous ces publics déjà vulnérables et qui sont rendus encore plus fragiles par cette crise. Ça, c'est l'objet de notre réflexion. Et donc, nous avons mis en place une très très belle action au début de la crise qui s'appelle le brin de Cosette du réseau Ezra. Vous avez raison, Monique, de dire que c'est un programme que nous avons calqué sur le modèle français, donc au Fonds social juif unifié en France, qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui consiste en quoi? Eh bien, ce sont des appels téléphoniques qui sont passés par des bénévoles. J'y reviendrai, mais ce sont des bénévoles qui sont l'essence même de cette action, et j'en profite, si vous me permettez, Monique, de leur rendre hommage, avec beaucoup d'enthousiasme et de remerciements intenses, parce que sans eux, ça ne serait pas possible. C'est une action qui est menée, donc une plateforme téléphonique d'écoute vers ces gens
gens nous appellent, mais c'est nous qui allons appeler les gens pour leur demander comment ils vont, pour leur demander si on peut passer un peu de temps au téléphone avec eux, pour papoter avec eux, pour briser cette solitude et pour créer du lien social avec ces personnes-là. Bravo, déjà le sujet est pas facile à implanter, mais c'est bénévole, Céline. Vous les recrutez en fonction de quels éléments? Au départ, vous avez dû commencer avec une petite cellule de bénévoles. Est-ce à dire que les uns entraînent les autres? Absolument, vous avez tout à fait raison, Monique. C'est un cycle vertueux, comme j'aime le dire, c'est l'élan de solidarité. Nous avons commencé très exactement avec 4 bénévoles, vous voyez, et aujourd'hui, on est pratiquement une centaine de bénévoles. Ce sont des bénévoles de tous âges, des hommes, des femmes, des retraités, des inactifs. Notre plus jeune bénévole a 16 ans et notre plus âgé a 80-30 ans et un peu plus. Je ne divulguerai pas exactement le petit plus, mais elle rivalise en dynamisme avec notre bénévole de 16 ans, donc tout va bien. Ce sont des personnes qui sont avant tout animées d'une volonté d'aider l'autre, d'une volonté de consacrer un moment de leur temps à se tourner vers l'autre. Ça, c'est le point commun entre tous ces bénévoles. Ils sont extraordinaires parce qu'il y a eu une dynamique, il y a eu un élan qui a fait que par le réseau, par les bénévoles eux-mêmes, par le fait qu'ils sont devenus eux-mêmes les ambassadeurs de cette cause, très rapidement, le nombre de bénévoles s'est multiplié. Très rapidement, les gens ont téléphoné en disant « moi aussi je veux prendre part, moi aussi je veux contribuer à ces actions, moi aussi je veux aider ». Et alors, ils ne sont pas que francophones? Non, absolument pas. Et ça, c'est la seconde spécificité de cette action. Vous savez, Monique, quand je suis arrivée, il y a moins d'1 an, j'ai été frappée, comme tout le monde, j'imagine, par le très fort cloisonnement qui existe entre la communauté francophone et le reste de la société civile israélienne. Je pense qu'il y a une vraie problématique d'intégration qui ne se résume pas à des problématiques d'ordre financier, je pense, qui sont déjà générées par la difficulté d'apprentissage de la langue, mais pas que. On a l'impression, quand on arrive en Israël, de deux communautés qui se regardent en chien de faïence un petit peu, mais qui ne se mêlent pas. Et je voulais absolument colorer l'ensemble de mes actions d'une hétérogénéité au niveau des publics, à la fois des publics touchés, à la fois des bénévoles. C'est-à-dire que j'ai mis vraiment un point d'honneur à ce que dans mes bénévoles, il y ait quasiment autant de francophones que d'Israéliens, que les personnes qui sont aidées, appelées tous les jours, sont autant francophones que israéliennes, parce que c'est une façon pour nous, francophones habitant en Israël, de s'intégrer dans la population israélienne, d'apporter notre tribu à la société civile israélienne, et puis, quelque part, c'est aussi une manière de décloisonner ces deux communautés, de montrer que les uns vont vers les autres et vice-versa, et que nous sommes ensemble capables de construire quelque chose. Certain. Est-ce que, Céline, vos bénévoles s'aperçoivent de ce qu'on appelle en psychologie l'effet miroir, c'est-à-dire qu'elles apportent beaucoup en intervenant, mais elles reçoivent également beaucoup? Tout à fait. Au fond, et c'est ce que me disent nombre de bénévoles, israéliens comme francophones à nouveau, écoute Céline, c'est fou ce que ça me fait du bien d'appeler cette dame, ou d'appeler ce monsieur, ou d'appeler ce jeune garçon un peu isolé. Ça me fait du bien parce que finalement, j'ai l'impression que moi aussi, ça me permet d'exorciser un certain nombre de peurs liées à la situation. Ça me permet de me sentir utile. Je valorise mon action, je valorise le temps que je passe au téléphone. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est souvent je leur demande, parce que je les forme, alors je les forme pas dans les conditions idéales évidemment, je les forme au téléphone ou aux moyens de support que je leur envoie. Je leur dis toujours, quand vous téléphonez à quelqu'un, vous ne lui demandez pas si il a besoin d'aide ou si vous ne lui dites pas que vous l'appelez pour passer du temps avec lui. Vous lui demandez si lui aurait du temps à passer avec vous. Et ça change tout. Bien sûr. Ça change tout. Parce que vous vous mettez, si vous voulez, dans la position de celui qui est écouté, de celui qui demande quelque chose, alors que
véritablement, on est dans la situation inverse, mais vous projetez en fait dans la peau de votre interlocuteur, et du coup votre interlocuteur s'en sort d'abord avec beaucoup de dignité, beaucoup plus que si on lui avait demandé, on lui avait fait l'aumône d'un peu de temps, et qui plus est, ça facilite l'entame de la conversation, ça facilite le dialogue, et très très souvent, dans la majorité des cas, il y a de très belles histoires qui sortent de ces liens. C'est sûr, créés par téléphone. Il y a des amitiés qui se créent très fortes. Absolument, absolument. Tous les jours, j'ai de très très belles histoires qui me reviennent, et je suis très très fière de ce travail qui est effectué par nos bénévoles. Alors justement, Céline Corsia, il y a donc 3 axes. Vous vous adressez aussi bien aux personnes âgées, donc Oui. vous allez reprendre dans le détail. Je souhaiterais que vous me parliez de l'aide que vous apportez aux personnes âgées via les appels, les sorties, les conversations, mais les amitiés qui se créent. Et je crois que là, vous êtes friande en petites histoires. Vous m'avez, hors antenne, rappelé cette dame qui n'avait pas eu droit au repas livré par la mairie dans cette situation que nous vivons tous avec le Covid. Et vous aviez diligenté une jeune étudiante israélienne qui lui avait énormément apporté, également dans l'écoute. Absolument, ça c'est une très jolie histoire en fait qui a débuté parce que je m'amuse entre guillemets parfois à mettre en lien un bénévole israélien avec une personne francophone qui a besoin d'écoute ou vice versa, parce que ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, de créer des passerelles. Et là en l'occurrence on a eu le cas de cette dame d'un certain âge sur Jérusalem qui n'a pas pu, pour des raisons techniques en vérité, recevoir des repas chauds à l'approche des fêtes. Et j'ai une gentille étudiante israélienne qui s'est proposée, avec son vélo électrique, de passer lui livrer des repas qu'elle avait préparés à la maison. Elle lui a simplement préparé un couvert en plus et elle lui a tout apporté. Et alors, ce qui est extraordinaire, alors, elle lui a déposé sur le pas de la porte, avec évidemment toutes les mesures de restriction nécessaires, le masque, les gants, évidemment, on ne prend aucun risque. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que depuis, elles sont restées en contact. Elles s'appellent tous les 2-3 jours. Elles s'échangent des recettes de cuisine parce qu'elles se sont trouvées un terrain commun, un hobby commun en pâtisserie. Donc elles s'échangent des recettes de gâteaux, elles papotent ensemble. Elles ont déjà prévu de se voir après le confinement. Donc il y a une vraie histoire d'amitié qui est en train de naître et j'en suis extrêmement fière et très touchée. Que la cavode. Maintenant, nous allons parler de l'âge moyen, c'est-à-dire que comment vous intervenez dans la tranche d'âge active, entre guillemets, c'est-à-dire 35 à 55. Alors, sur cette tranche d'âge, les besoins sont un peu différents. C'est-à-dire qu'autant que sur les personnes âgées, on nous demande beaucoup d'appels de convivialité, c'est-à-dire beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup de parfois teinté d'un petit peu de petites problématiques d'ordre médical, enfin rien de méchant, mais en tout cas voilà, c'est très ciblé. Avec cette catégorie de populations différentes que sont les 35-50, on a beaucoup de familles, avec toutes les problématiques inhérentes à ça, c'est-à-dire des mamans épuisées parce que les enfants sont quasiment depuis 2 mois à la maison et que c'est pas simple de faire l'école à la maison, c'est pas simple de cuisiner matin, midi et soir, c'est pas simple de ne pas avoir de bulle à un moment donné de respiration, et donc parfois il y a simplement des besoin d'échanger, de partager des expériences, des astuces, des cours de dessin par Zoom, des histoires, des bénévoles. J'ai des bénévoles âgés, par exemple, qui vont lire des histoires le soir aux enfants pour qu'ils puissent s'endormir. J'ai des bénévoles qui se proposent, qui sont d'anciens professeurs de français, maths, anglais, hébreu, qui se proposent de donner la leçon de temps en temps aux enfants. Donc, vous voyez, on est sur autre chose, on est plus centralisé autour de l'enfance, de la problématique de comment gérer ses enfants, ou bien de la psychologie, comment essayer de faire redescendre un peu la pression sur ces parents qui sont extrêmement sollicités en ce moment. Absolument. Et alors maintenant, la troisième catégorie, qui est, je dirais pas la plus importante, mais qui a une importance réelle, les enfants, car l'école se termine tôt en Israël. Oui. Alors, quand je suis arrivée en Israël, une des autres observations que j'ai pu faire assez rapidement, c'est le défi, en fait. Le défi que constitue la jeunesse, qu'elle soit d'ailleurs francophone ou israélienne. Vous remarquez, Monique, que je ne fais pas forcément de différence d'ailleurs. Le système scolaire est très différent.
l'école se termine tôt, les parents travaillent, les enfants sont livrés à eux-mêmes beaucoup plus, ils sont dans les rues, ils sont moins encadrés. C'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Et moi, j'avais une grande idée justement de travailler sur cette jeunesse pour leur apporter un peu plus de cadre, que ce soit d'ailleurs aux jeunes francophones, aux jeunes israéliens. Le contexte étant ce qu'il est, j'ai décidé de mener 2 actions à destination de cette jeunesse. Une qui était ciblée sur des jeunes enfants et une qui était davantage ciblée sur nos jeunes ados et nos adolescents, comme j'aime bien les appeler. Ils sont encore un peu ados, mais pas complètement encore adultes, les 15-20 ans comme ça. Et j'ai donc monté pour Yom HaShoah une très jolie action, toujours dans le cadre de la KSG Israël et dans le cadre de ce brin de Cosette, qui était d'envoyer des dessins d'enfants de tous âges, ça a commencé à 3-4 ans jusqu'à 10-12 ans. Des enfants ont dessiné de très jolies choses, de très jolis dessins très colorés qu'on a envoyés à de nombreux rescapés de la Shoah. On leur a livré sur le pas de leur porte des petites choses et également ces dessins d'enfants pour leur permettre de vivre cette journée si particulière pour eux avec au moins un petit peu de douceur, un petit peu d'espoir, un petit peu de rêve. Ça, c'est une action qui m'a beaucoup touchée parce que d'abord je suis mère, bien évidemment, mais aussi parce que c'est une manière pour nous de favoriser la transmission intergénérationnelle. Et je crois beaucoup à la transmission intergénérationnelle. Vous avez raison, d'autant Céline que il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de rescapés de la Shoah vivent des moments très difficiles sur le plan financier. Oui. D'abord, ils sont extrêmement touchés par la crise du Covid-19. Ça, c'est un fait, hélas. Ce sont les premières victimes de la crise du Covid-19. Par ailleurs, ce sont des personnes qui sont souvent dans des situations économiques difficiles, compliquées en temps normal. Alors, vous imaginez avec le contexte. Et donc, il était important pour nous de nous positionner vis-à-vis de ces personnes en essayant de leur apporter ce que nous pouvons apporter avec nos moyens aujourd'hui, à savoir un peu d'amour, un peu de chaleur, un peu de lien humain. On est d'ailleurs toujours en contact avec eux puisque nos bénévoles continuent de les appeler régulièrement pour prendre des nouvelles. Et ça, c'était le projet de Yom HaShoah. Et si vous me permettez, Monique, je voulais rajouter le très jolie action que nous avons menée à l'occasion de Yom HaZikaron, qui, elle, a concerné nos jeunes adultes, nos jeunes enfants, entre 13 et 20 ans à peu près. Nous avons demandé à chacun de ces jeunes ce que représentait pour lui Yom HaZikaron. Et ça les a obligés à se poser, à réfléchir, à sortir du scolaire, à faire parler leur cœur et à finalement ressentir un fort sentiment d'appartenance au peuple juif en exprimant à leur tour ce que signifie pour eux Yom HaZikaron. Et on a eu, chère Monique, des morceaux choisis d'une émotion, d'une très vive émotion, des lettres qui ont été écrites par ces jeunes qui étaient si vraies, si justes, si authentiques, et qui retranscrivaient finalement ce que ces jeunes, à qui on n'a pas forcément souvent demandé ce que ça représentait pour Yom HaZikaron. C'était une journée, certes solennelle, avec des cérémonies, etc. Mais qu'est-ce que ça leur fait? Qu'est-ce que ça apporte en eux? Qu'est-ce que ça réveille en eux? Et ça, ils l'ont retranscrit et j'ai eu le bonheur de récupérer ces écrits et d'en faire un petit pêle-mêle que j'ai mis sur les réseaux sociaux justement pour montrer à quel point notre jeunesse, elle aussi, est capable de s'inscrire dans cette démarche et de participer, elle aussi, à cette journée de commémoration. Kol HaKavod, quels sont vos projets pour l'été en souhaitant que le confinement se termine? Écoutez, j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question facilement dans mes rêves, en tout cas dans mes Allez, Céline, vos rêves, j'adore faire partie des rêves. Mon plus cher espoir, voilà, mon plus cher espoir, c'est que d'abord nous sortions de ça très vite et tous en bonne santé. C'est déjà mon premier vœu et le plus important. Et puis, j'ai à cœur de faire en sorte que tous ces bénévoles, qui ne se connaissent finalement pas, mis à part au téléphone, puissent se rencontrer. Je voudrais organiser une immense journée de retrouvailles et faire en sorte que tous les appelants et les appelés de toutes les villes puissent se rencontrer au cours d'une jolie journée de retrouvailles pour leur permettre de mettre un visage sur un nom, de mettre de concrétiser cette relation virtuelle qu'ils ont eue pendant des semaines et probablement déboucher sur de très, 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 très jolies histoires
d'amitié qui vont très certainement perdurer bien après cette crise. Kol hakavod, Céline Corsia. Céline, je vous remercie. J'espère et je souhaite que l'on puisse se retrouver fin du confinement en souhaitant le mieux pour tout le monde. Amen. Et nous allons terminer cette émission en écoutant une très belle chanson à laquelle Céline et moi-même tenons beaucoup. N'est-ce pas, Céline? Je veux dire Élie. Eli, Eli, shelo yigamer leolam, hachol v'hayam, rishru shel hamayim, berak hashamayim, tfilat ha'adam, hachol v'hayam, rishru shel hamayim, berak hashamayim, tfilat ha'adam. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.